Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet clé pour les révisions, les néoplasmes myéloprolifératifs, ou NMP. On va se concentrer sur l'essentiel, le cœur du réacteur, la biologie moléculaire qui explique tout. C'est parti! Alors, voilà la question centrale, celle qui est vraiment au cœur de tout. Comment est-ce que trois maladies du sang, qui ont l'air si différentes en clinique, peuvent en fait démarrer à cause de la même erreur moléculaire? C'est le paradoxe qu'on va décortiquer ensemble, et le comprendre, c'est la base du raisonnement diagnostique. Ok, voilà le programme. On va commencer simple par définir ce que sont les NMP, puis on plongera dans la mécanique avec la fameuse voie JAK-STAT. Ensuite, on verra un principe super important, celui du mutant dominant, et on finira sur le concret, les chiffres, les fréquences et comment on s'en sert pour le diagnostic. Allez, on attaque. Première étape, posons les bases. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de néoplasme myéloprolifératif? En quelques mots, les NMP sont des maladies malignes du sang. Le problème se situe dans l'usine de fabrication des cellules sanguines, c'est-à-dire la moelle osseuse. Cette usine se met à tourner à plein régime, sans aucun contrôle, et produit beaucoup trop de cellules. C'est vraiment ça le point de départ commun. Et dans cette grande famille, on a trois acteurs principaux. D'abord, la polyglobulie de Vaquez, la PV. Là, c'est la production de globules rouges qui s'emballent. Ensuite, la thrombocytémie essentielle, ou TE, où ce sont les plaquettes qui explosent en nombre. Et enfin, la myélofibrose primaire, la MP. Elle est un peu différente, ça commence aussi par une surproduction, mais ça évolue vers une fibrose, une sorte de cicatrisation de la moelle osseuse. On a donc bien trois tableaux cliniques qui n'ont à première vue pas grand-chose à voir. Bon, on a trois maladies distinctes, mais alors, quel est le lien? Comment est-ce possible? Eh bien, la réponse se cache au niveau moléculaire, dans une voie de signalisation qui est déréglée. Le cœur du problème dans tous les NMP, c'est ça. La voie de signalisation JAK-STAT est activée en permanence, non-stop. Il faut vraiment l'imaginer comme la pédale d'accélérateur de la croissance des cellules. Normalement, on appuie, on relâche, mais dans les NMP, la pédale est coincée au plancher. L'accélération est constante et la production de cellules devient totalement anarchique. Et pour coincer cette pédale, on a trois coupables principaux. D'abord la plus connue, la mutation de JAK2, qui rend la protéine active tout le temps. Ensuite, la mutation de MPL, où c'est le récepteur qui est bloqué en position ON. Et enfin, la mutation de KLR, qui, elle, va forcer le récepteur MPL à rester activé. Au final, peu importe le coupable, le résultat est le même, une activation en continu de la voie JAK-STAT. Alors maintenant, attention, on arrive à un point qui est super important et qui franchement simplifie énormément les choses pour le diagnostic. C'est un principe fondamental qu'on appelle l'exclusivité mutuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. En général, un patient aura une seule de ces trois mutations, soit JAK2, soit MPL, soit KLR. Mais quasiment jamais deux en même temps. La présence de l'une exclut les autres. Et ça, en diagnostic, c'est une aide précieuse. Et la logique derrière ça est implacable. Puisqu'une seule de ces mutations suffit à mettre l'accélérateur au plancher, à quoi bon pour la cellule en acquérir une deuxième? Ça ne lui apporterait aucun avantage supplémentaire. La sélection naturelle est efficace. Un seul coup suffit. Bon, c'est bien beau toute cette théorie, mais concrètement, en pratique, comment est-ce qu'on s'en sert? C'est là qu'on va parler chiffres, avec les fréquences de ces mutations. C'est ce qui nous permet de faire le pont entre la molécule et le diagnostic du patient. Pour bien comprendre, prenons l'exemple parfait de la polyglobulie de Vaquez. Normalement, la production de globules rouges est très régulée. Elle attend un ordre, une hormone qui vient des reins, l'épeau. Pas d'épeau, pas de production. Mais dans la PV, avec la mutation de JAK2, la cellule n'en a plus rien à faire de l'épeau. Elle a son propre moteur interne qui lui dit « produit » en permanence. Elle est devenue totalement autonome. Et là, on arrive à la conséquence clinique, qui est un marqueur en or pour le diagnostic. Le corps voit qu'il y a beaucoup trop de globules rouges, alors il arrête de produire de l'EPO. On se retrouve donc avec un tableau complètement paradoxal, une quantité énorme de globules rouges, mais un taux d'EPO qui est effondré. Cette association, c'est un critère majeur pour diagnostiquer la polyglobulie de Vaquez. Ok, attention, on arrive sur la diapositive la plus importante, celle qu'il faut vraiment avoir en tête pour la clinique et pour les examens. Elle résume les fréquences de chaque mutation dans les trois maladies. Et on va voir que les signatures moléculaires sont très différentes pour chacune. Le premier chiffre qui saute aux yeux, c'est celui-là, environ 95%. C'est la proportion de cas de polyglobulie de Vaquez qui sont liés à la mutation JAK2. C'est énorme. Ça veut dire que si on a une polyglobulie de Vaquez, on a quasi certainement une mutation JAK2. En médecine, une association aussi forte, c'est un vrai point d'ancrage. Ce graphique le montre parfaitement. Pour la PV, le camembert est presque entièrement occupé par JAK2. Les autres mutations sont anecdotiques, quasi inexistantes. La recherche de mutations est donc très directe. On cherche JAK2 en priorité. Maintenant, si on passe à la thrombocytémie essentielle, là, c'est une toute autre histoire.
le paysage change complètement. JAK2 reste le plus fréquent, à peu près une fois sur deux, mais regardez la part de KLR. C'est un bon quart des cas, et on a aussi un petit peu de MPL, c'est beaucoup plus diversifié. Enfin, pour la myélofibrose primaire, le profil ressemble pas mal à celui de la TE. On retrouve ce duo de tête JAK2 et KLR dans des proportions similaires. La petite différence, c'est que la mutation MPL est un peu plus fréquente ici. Ces profils, ce sont vraiment des signatures qui nous aident à orienter le diagnostic. Et on termine sur une question ouverte. Pour 10 à 15% des cas de TEMEP, on ne trouve aucune de ces trois mutations. On les appelle les triples négatifs. Alors, quelle est l'erreur moléculaire chez ces patients? Comprendre ce qui se cache derrière ces cas, c'est vraiment la prochaine grande énigme à résoudre en hématologie.